Bienvenue sur Poupon Code. Donc aujourd'hui on va poursuivre avec les fondamentaux de JavaScript. Alors donc aujourd'hui on va voir les variables, les types de données et leur conversion, les opérateurs de base en mathématiques, les comparaisons et les branchements conditionnels. D'accord? Donc ici on va poursuivre avec les variables en JavaScript, comment on utilise les variables et certaines choses que vous ne devez pas faire lorsque vous utilisez des variables, lorsque vous voulez travailler avec des variables en JavaScript. Alors donc ici, c'est le même projet que vous connaissez, donc la page officielle de WhatsApp. D'accord, donc on va commencer tout de suite avec l'explication des variables. Alors, il faut savoir que les variables, c'est tout simplement comme leur nom l'indique, c'est des espaces de stockage qui permettent de stocker des éléments étiquetés. Donc, vous voyez des variables par analogie à l'armoire, à une armoire à linge par exemple, ou à une armoire de manière globale. Donc, dans une armoire, il y a des compartiments où vous allez stocker des chaussures, des serviettes, des vestes. Donc, vous allez stocker différents éléments selon leur nature. Donc, c'est comme ça qu'est représentée la mémoire de l'ordinateur. Vous voyez la mémoire de l'ordinateur comme étant une armoire. Et les variables, ce sont des compartiments de votre armoire. D'accord? Donc, maintenant, revenons à JavaScript. JavaScript déclare les variables de deux manières. La manière ancienne et la nouvelle manière. Alors, donc la manière ancienne utilisait le mot-clé var, d'accord? Donc ici, le mot-clé var pour déclarer une nouvelle variable. Donc on va l'appeler A par exemple. Et la nouvelle manière, enfin la manière moderne, utilise le mot-clé let's, d'accord? Donc ici on déclare notre variable let's. On va l'appeler B. Donc ce sont les deux manières principales de déclarer des variables en JavaScript. Maintenant, ces deux déclarations ont des différences du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire au niveau de, par exemple, lorsque vous déclarez une variable comme étant, lorsque vous voulez que votre variable soit vue de manière globale, à une portée globale, vous devez utiliser var. Maintenant, si vous voulez que votre variable ait une portée soit limitée uniquement à l'endroit où vous la déclarez, donc à la portée, on va dire bloc, vous utilisez let's. Donc voici la différence principale que ces deux variables entretiennent. Donc ici on va par exemple faire des exemples ici. Donc ici je vais déclarer un bloc de code et dans ce bloc je vais initialiser une nouvelle variable let's. Vous allez voir que cette variable sera indisponible, ne sera pas visible à l'extérieur de ce bloc. Donc ici je vais par exemple faire un test qui va forcément s'avérer vrai. Donc ici je vais déclarer une variable message à l'intérieur de ce message. Je vais mettre à l'intérieur de cette variable, je vais mettre hello et je vais tout simplement alerter la variable let's. Vous allez voir que l'ordinateur ne va pas pouvoir, enfin le moteur JavaScript ne va pas pouvoir alerter le message. D'accord? Ouais, je n'arrive pas à alerter. Maintenant, si vous changez le mot-clé, vous mettez var, vous allez voir que là, l'ordinateur va pouvoir alerter hello. Vous voyez que ça passe. D'accord? Donc, mais qu'à cela ne tienne, ces deux variables, en fait, la nouvelle réglementation ou la nouvelle spécification de JavaScript demande aux gens de désormais plus utiliser, de plus se poser vers let's, parce que même si certaines personnes aiment utiliser var parce que ça a une portée globale, mais du point de vue au niveau de la programmation du code et tout, ça amène beaucoup d'erreurs parce que chaque fonction et chaque bout de code pourra accéder à une variable, et ce qui n'arrange pas forcément les choses pour votre programme, parce que ça va amener des erreurs et vous n'allez plus savoir à quel moment telle ou telle valeur se varie. D'accord? Donc c'est ça la principale différence que vous devez retenir ici, c'est au niveau des portées. Maintenant, les choses que vous ne devez pas faire avec, on va dire les choses, les règles que vous devez suivre lorsque vous déclarez des variables. Donc ici, les règles à suivre, c'est notamment au niveau des nommages. D'accord? Donc, lorsque vous nommez une nouvelle variable, vous ne devez pas commencer par, le nom de votre variable ne doit pas commencer par un chiffre, ne doit pas commencer par un caractère, on va dire un caractère bizarre, du type, vous déclarez votre variable comme ça, puis vous faites ça, genre c'est ma variable. En JavaScript, ça ne se passe pas comme ça. Les deux caractères qui sont autorisés, il y a ce caractère de là et le blanc souligné. D'accord?
Et le reste de nom, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez peut-être mélanger même les chiffres, je ne sais pas. Mais un chiffre ne doit pas commencer comme nom de variable. D'accord? Maintenant, ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que, c'est toujours au niveau du nommage, c'est que vous ne devez pas utiliser les mots-clés. D'accord? Donc, il y a les mots-clés que vous ne devez pas utiliser et vous ne devez pas aussi utiliser un certain nombre de caractères dans le nom de vos variables. Donc, les mots-clés, c'est quoi? Ce sont les mots que JavaScript a déjà enregistrés comme étant les mots avec lesquels il travaille. Par exemple, var, c'est un mot-clé de JavaScript. Tous les mots qui sont propres au langage, tous les mots que vous allez utiliser pour parler à JavaScript, tous les mots que JavaScript comprend sont les mots-clés. Et comme nous sommes principalement francophones sur cette chaîne, on a un peu de la chance parce qu'on va pouvoir utiliser nos mots de tous les jours, alors que JavaScript est principalement basé en anglais et fait uniquement en anglais. Donc voilà quelques règles que vous pouvez comprendre au niveau des variables. Alors var, par exemple, tolère un certain nombre de choses. Dans var, vous pouvez faire quoi? Au niveau des var, vous pouvez par exemple déclarer deux fois R. Vous pouvez déclarer une même variable deux fois, par exemple. Ça ne va pas, ça ne cause pas d'erreur. Mais si vous faites ça avec let, automatiquement, il y aura un problème, d'accord? Vous voyez même que si vous faites ça, il souligne déjà en rouge que la même variable cette variable a déjà été déclarée. Donc c'est un peu ça, c'est ça un peu l'avantage du var ici. Alors, et sachez que dans les variables, lorsque vous stockez une valeur, cette valeur-là peut être remplacée par une autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accumuler, vous ne pouvez pas ajouter. Vous pouvez juste additionner les valeurs. Mais vous ne pouvez pas ajouter à l'infini. C'est-à-dire, là, vous avez stocké une chaussure, vous venez maintenant stocker vos chaussettes, là, vous venez stocker vos appareils. Non. À chaque fois, c'est-à-dire que l'ordinateur va écraser l'ancienne valeur et prendre en compte la nouvelle valeur. D'accord? Maintenant, en JavaScript, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez dans vos variables. Il n'y a pas vraiment de limitation. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que vous ne devez pas préciser à l'ordinateur que voilà, j'ai besoin de stocker tel ou tel. C'est-à-dire que ce compartiment est réservé uniquement aux chaussures, par exemple. Donc, vous pouvez vraiment déclarer... vous pouvez juste entrer les données et JavaScript va déterminer en fonction de votre type. Il va déterminer ce que vous allez... il va déterminer le type de la variable en fait. D'accord? Donc, voici en quelque sorte les règles que vous devez retenir dans les variables. Alors donc, on va passer à la section suivante. C'est le type de données et les conversions. Alors donc, sachez qu'il y a pas mal de types de données qu'on avait déjà vu en JavaScript dans la précédente vidéo. Donc, on va essayer juste de faire un petit rappel et de parler des conversions. Alors, les types de données qu'on a en JavaScript, il y a notamment number, big int, les chaînes de caractères, les tableaux, les objets. En fait, les objets ici peuvent rentrer dans la catégorie. Tableau peut rentrer dans la catégorie des objets, mais c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Je pense que c'est ce qui me vient en tête. Si jamais il y a plus de types, je vais vous préciser dans la description. Maintenant, ici, on parle des types de données. C'est quoi un type de données? Un type de données, c'est tout simplement la nature de votre donnée, de l'objet que vous voulez stocker en mémoire. C'est-à-dire, vous voyez dans un compartiment, dans votre armoire à linge, dans votre armoire de manière globale, il y a les places où vous stockez des chaussures. C'est ce qu'on appelle la nature d'un objet. Donc, cet objet représente quoi? Une chaussure, n'est-ce pas? Et il y a des endroits où vous allez stocker vos pantalons, vos jeans. Donc, cet endroit, cette chose représente quoi? Des fringues, des habits. C'est ça sa nature. D'accord? Il y a des endroits où vous allez stocker des appareils. Ça représente des appareils. Donc c'est ça la nature. Ici en JavaScript, c'est ça les types de données. Et c'est ce qu'on peut, par analogie, ce qu'on peut définir comme étant des types de données. Donc les données sont de manière globale, mais ces données sont différenciées selon leur type. Par exemple, pour les nombres, on va par exemple déclarer une variable qui va stocker nos nombres. Donc on va dire nombre ici. Et on va mettre un nombre, par exemple 2009. D'accord? Donc ça, c'est 2009, c'est un type de données qui appartient à la classe des nombres. D'accord? Maintenant, les big int, on va dire
B1, voilà. Les big int, c'est vraiment les nombres de manière, les gros chiffres, on va dire les gros nombres, vraiment des nombres exponentiels en fait. D'accord. Donc par exemple, vous pouvez déclarer genre moins 90 comme ça, par exemple, E1 exposant moins 32. Donc vous voyez que ça va faire un gros chiffre à stocker que par exemple cette variable ne pourra pas stocker. Mais c'est pas à vous de définir ça. En fait ici l'objectif ce n'est pas de dire à JavaScript ah non cette variable en fait doit être ici je vais stocker des entiers, ici je vais stocker des chaînes de caractères. C'est juste de savoir que cette variable lorsqu'elle stocke un nombre, en fonction du nombre que vous allez mettre, en fonction du type de données, il y aura des fonctions qui seront disponibles. D'accord. Par exemple ici si j'appuie nombre, si je mets point, donc pour accéder aux propriétés d'une variable, si vous voulez accéder aux propriétés par exemple à ses fonctions et autres, vous mettez son nom et vous faites point. Vous voyez qu'ici il m'a donné les fonctions qui sont propres à ce type de données là, au nombre. D'accord. Il va par exemple dire ici la valeur, je peux prendre la valeur, je peux prendre toString, ici ça spécifie un certain nombre de choses, ça représente ça représente, on va dire, les bases, par exemple, la base 2, la base 16. D'accord. Donc, si vous faites toString, ça va vous renvoyer la base 8, la base 16 et tout. Donc, ici, c'est un peu ça. C'est juste pour que vous sachiez que si c'est un nombre, ça doit tel type de fonction. Alors, donc, le troisième type de données ici, ce sont des chaînes de caractères. Donc, on va déclarer, par exemple, une chaîne. Une chaîne, c'est comme leur nom l'indique, hein. Chaîne de caractères. Donc, un ensemble de caractères regroupés, chaînés, collés les uns aux autres. Donc ici on va par exemple dire une chaîne. Ça c'est une chaîne de caractères. Et vous allez remarquer que cette chaîne là aura que seront propres. Vous voyez, vous avez par exemple concat, include, index of. Ici aujourd'hui on va pas forcément voir tout ça parce qu'on va rallonger la vidéo. Donc ce sont des chaînes de caractères. Comment déclarer une chaîne en JavaScript. Mais là, ce qui est bien aussi c'est que en JavaScript, la chance avec JavaScript, c'est que vous pouvez déclarer votre chaîne de diverses manières. Là, par exemple, j'ai utilisé les quotes, d'accord. Ici, je vais utiliser les double quotes. Vous voyez, une chaîne. Donc, c'est selon votre entraînement. Je vois pas trop la différence. C'est selon votre entraînement, mais c'est toujours bien de savoir que ça existe. Vous pouvez déclarer ça comme ça. Mais attention, vous ne pourrez pas faire du type par exemple c'est pas recommandé en fait de faire comme ça. Vous ne faites que mettre vous juste déclarer ça. Vous pouvez juste faire un tour par exemple comme ça, d'accord. Et là il va considérer que ces double quotes là font désormais partie de la chaîne, d'accord. Maintenant si vous enlevez, il va juste prendre en compte la chaîne de caractères, donc une chaîne. Donc le quatrième type ici, ouais, c'est des tableaux. Alors pour déclarer des tableaux en JavaScript, j'avais oublié. Ici, il y a une troisième manière de déclarer les chaînes de caractères. Ici, par exemple, qu'on appelle les backsticks. En fait, les backsticks, c'est tout simplement la touche qui est à gauche de votre 1. Ça permet ici de rajouter les variables à l'intérieur de votre chaîne. D'accord. Par exemple, ici, je vais écrire une chaîne de caractères, un nombre. Et je vais ajouter une variable, ce qu'on appelle le sucre syntaxique. C'est-à-dire, c'est tellement agréable à voir et facile à faire. Et je vais ajouter une variable dans cette chaîne de caractères là. Je vais tout simplement ajouter $ et crochet. Enfin, accolade. Donc ici, je vais ajouter quelle variable? Je vais ajouter la variable nombre. D'accord? Donc, vous allez voir, je vais alerter. Je vais afficher ça à l'écran pour dire non, affiche-moi chaîne 2. J'enregistre, c'est pas actualisé. Vous voyez qu'ici, il a remplacé truc là-bas par 2009. D'accord. Donc c'est ça. Si vous voulez inclure les variables de manière agréable à l'œil, vous pouvez utiliser les backsticks. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les additions, hein. Vous pouvez concaténer comme ça. Ou il y a des fonctions qui permettent de faire ça, notamment la fonction concat. Vous pouvez ajouter, et vous pouvez ajouter des éléments, pas ajouter du type opération numérique, hein, concaténer en fait.
D'accord, c'est-à-dire coller. Par exemple, si je vais par exemple faire chaîne 2, je vais faire chaîne 1 plus nombre. Voilà, je vais actualiser. Vous voyez que c'est déjà une chaîne et 2009. D'accord. Donc le troisième type ici, enfin l'avant-dernier type, c'est les tableaux. Pour déclarer les tableaux, il y a deux manières. Il y a une première manière qui est comme ça. Donc on va dire tab. Là on va construire un tableau. Cette première manière donne, vous devez spécifier la taille de votre tableau. Donc là, j'ai dit que mon tableau est de taille 3. Ça, c'est si vous connaissez les éléments. Mais malheureusement, vous avez déjà spécifié une taille alors qu'il n'y a encore rien dedans. Vous ne pouvez pas accéder aux éléments parce qu'évidemment, il n'y a rien. Mais c'est pas recommandé. Parce que ici, si j'essaie d'alerter, il va m'afficher. Je vais essayer de prendre la taille. Ouais, c'est toujours ok. Ouais, là il m'affiche 3 alors que je n'ai pas 3 éléments dedans. D'accord, j'ai juste la taille, c'est juste la taille que j'ai, c'est la taille que j'ai spécifiée. C'est ma taille et normalement quand on affiche par exemple la taille d'un tableau, c'est la taille des éléments, c'est le nombre réel d'éléments qu'il y a dedans. D'accord. Mais il ne compte pas en fait, il ne compte pas du type 1, 2, 3, il prend juste pour calculer, il va prendre quoi? Il va prendre le dernier élément plus 1. Donc il va prendre l'index du dernier élément de votre tableau plus 1. Donc ça c'est une très très mauvaise manière que je ne vous conseille pas lorsque vous êtes débutant de déclarer ça comme étant de construire un nouveau tableau comme ça de toutes pièces. La manière la plus stylée, la plus agréable, c'est de type, c'est comme ça. Juste avec des crochets. D'accord. Et là, vous voyez que vous n'avez pas besoin de spécifier la taille. Vous pouvez commencer déjà à remplir votre tableau en utilisant des fonctions qui sont propres au tableau. D'accord. Vous voyez qu'ici, ça c'est aussi un autre type de données qu'on a dit tableau. Comme je vous ai dit, les tableaux en fait permettent des types de données. Chaque type de données a ses fonctions. Et le rôle des tableaux ici, c'est de stocker tous les éléments en même temps. Par exemple, si vous avez besoin de stocker plusieurs chaînes de caractères, une même fois, par exemple, différents noms de villes, on va par exemple essayer de prendre New York, par exemple. New York, par exemple, Libreville, OIM. Vous voyez, ici, j'ai stocké différentes chaînes de caractères. Donc, c'est ce que servent les tableaux. Et dans la mémoire de l'ordinateur, ces éléments-là se suivent en fait, sont stockés en rang. C'est comme si vous faites un rang et vous entrez tous dans une même pièce. C'est ça un tableau. Et ici, à l'aide des fonctions qui sont réservées au tableau, vous allez pouvoir manipuler, faire des manipulations sur ces données-là. Par exemple, enlever le premier élément. Par exemple, on va dire tab 2. On va utiliser quelle fonction? Shift par exemple, d'accord. Et si j'affiche la taille de tab 2, je repars, vous voyez que tab 2 A2. Attends, je vais d'abord commenter ça. Si j'actualise, il me dit qu'il y a 2 éléments. Alors que normalement ici tab 2 a 3 éléments. Parce que j'ai utilisé tab shift, j'ai enlevé un élément. D'accord. Ou bien pop. Pop également c'est une fonction qui est propre au tableau, vous voyez que ça supprime également. Et si je commente cette chaîne là, ça revient à 3. Donc c'est ça, les types de données en fait, ça permet de spécifier la nature des données que vous allez rentrer dans votre variable. Mais c'est pas aux variables, c'est pas parce que vous allez déclarer let ou var que ça veut dire que les var prennent uniquement les tableaux, les let prennent uniquement les nombres, etc. Non, la variable c'est juste où vous allez stocker. Maintenant la donnée qui vient, c'est elle qui va préciser le type. D'accord. Dans notre langage, vous pouvez préciser le type de la variable avant de pouvoir stocker. C'est l'une des faiblesses de JavaScript, mais il y a un autre langage qui permet de résoudre ce problème. C'est ce qu'on appelle le typage. Donc de donner le type de données avant de pouvoir utiliser la variable. D'accord. Donc le dernier type qu'on a, c'est le type objet. Lui aussi, il a une manière de... alors le type de données objet a plusieurs objets. Il y a les maps, il y a les sets, il y a plusieurs types d'objets qui existent en JavaScript, qui sont regroupés tous dans un type qu'on appelle le type objet.
D'accord? Donc là, on va essayer de déclarer un objet de manière globale. Donc en ligne, c'est comme ça que vous pouvez déclarer ou vous construisez tout simplement comme ça. Vous faites ça, new object. D'accord? Donc la différence entre un tableau et un objet, c'est que le tableau stocke les éléments, en fait, on va dire les variables contenues par valeur, alors qu'un objet stocke par clé valeur. Donc c'est-à-dire dans un tableau, vous accédez directement à l'élément, alors que dans un objet, vous passez par sa clé. La clé, c'est quoi? La clé, c'est une représentation tout simplement de la valeur de quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si on vous donnait un jouet. Vous avez deux éléments, vous avez la représentation, vous avez la copie et la copie et l'original. Donc la copie, en fait, c'est la clé qui vous permet d'accéder à l'original. Par exemple, ici, si je déclare, je prends ce tableau-là comme exemple. Donc on a dit les villes. Donc on va prendre comme clé les pays de ces villes-là. Et la valeur, c'est les valeurs elles-mêmes. Donc par exemple, ici, le pays, c'est USA, par exemple. Et la valeur, c'est quoi? New York. D'accord? Ici, c'est Gabon. La valeur, c'est Libreville. Ici encore, c'est Gabon. La valeur, c'est OEM. Donc, on va dire ici, ça, c'est la photocopie. Ici, ça, c'est l'original. C'est ce qui représente une vraie valeur, en fait, réellement. D'accord? C'est comme si vous partez prendre de l'or, vous stockez de l'or et on vous donne un papier. À travers votre papier, on peut accéder à l'or. Là, on ne va pas accéder directement aux valeurs, on accède aux clés. Donc, ce sont les valeurs qui sont à gauche de cet objet, qui sont les clés. Et à droite, ce sont les valeurs de ces clés-là. D'accord? Ici, par exemple, le type de données objet a ses propres, on va dire ses propres fonctions ici. Vous allez voir, par exemple, si j'essaye de faire obj, je vais accéder à quoi? À un objet, obj, il m'a dit obj.gabon. Voilà. J'enregistre. Si j'essaie d'alerter ça, vous allez voir qu'elle me renvoie la valeur. Elle m'envoie la valeur du Gabon. La valeur du Gabon. Alors ici, il y a un problème parce que il y a deux clés qui ont une même valeur. Ça va comment il va se comporter. On va essayer. Vous voyez que ça ne passe pas. Donc on va mettre Gabon bis. Voilà. Je vais essayer d'enregistrer. Voilà pourquoi a priori il m'a pas présenté les fonctions. On va dire Gabon. J'actualise. Alors c'est quoi le problème ici? Je vais essayer de supprimer ça. Est-ce que je dois voilà, c'est d'accord, c'est bon. Pas de problème. Donc ici, ouais, qu'il m'a affiché Libreville en fait. Il a donné la valeur de cette clé là. Donc c'est ça les objets. Si vous avez besoin de stocker des éléments un peu plus complexes, je vous conseille d'utiliser vraiment des objets. Il y a beaucoup d'objets et chaque objet spécifique a ses propres fonctions. Mais tous les objets ont des fonctions globales. Par exemple, ça, je vais essayer de new object ici. Vous voyez que si je fais obj2 point, normalement ici, new objet. J'avais fait une erreur ici, c'est en anglais, new object, d'accord. Donc ici, il me propose toutes les fonctions en fait qui sont propres aux objets. Tout le call string. ToString, c'est une fonction qui est beaucoup partagée dans tous les types de données. D'accord? ToString, value of aussi. Value of. Ici, c'est justement pour tester si ça a une certaine propriété en fait. Donc vous donnez le nom et vous testez si une variable, si votre objet possède telle propriété. Par exemple, je peux dire est-ce que la variable obj a la propriété USA. D'accord? Donc ce sont ces propriétés. L'ensemble de toutes ces données là, on appelle ça des propriétés. C'est ce qui permet de caractériser l'objet ici. D'accord? Et toutes ces valeurs là, l'objet c'est pas l'objet c'est pas la variable. L'objet c'est ce qu'on peut stocker dans la variable. Et cette variable là a ses propriétés. D'accord?
Mais comme on stocke l'objet dans la variable, automatiquement, la variable prend les fonctions que cet objet a amené. C'est comme si votre grand-mère, vous venez passer des vacances chez vous, elle vous donne tout en fait, elle vous donne tout et elle vous donne des cadeaux, etc. Vous pouvez utiliser sa voiture. C'est la même chose ici. Mais normalement, c'est l'objet lui-même c'est pas la variable qui donne ces fonctions-là, l'objet. Donc voilà à peu près les types de données que vous pouvez comprendre en JavaScript. Et on va passer aux conversions. Maintenant, les conversions JavaScript sont un peu compliquées. Bon, pas compliquées, les conversions JavaScript sont limitées. Sont très très limitées. Il y a 3 types de conversions. Il y a les conversions en des nombres, les conversions en chaîne de caractères et les conversions de type booléen. Alors donc c'est même un type de données que j'ai oublié ici, les booléens. Voilà. Alors donc les booléens c'est tout simplement, on va dire, des types de données de type binaire. D'accord? Donc c'est ça a 2 valeurs, soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est faux, soit c'est vrai. Donc on va déclarer une variable qui va recevoir une valeur vraie. D'accord? Donc on va dire v et on va dire true. Donc soit ça, ce sont ces 2 valeurs possibles. Lorsque vous avez l'une de ces valeurs qui est stockée dans votre variable, vous pouvez définir que c'est effectivement un booléen. La preuve, c'est que si on essaie d'alerter, on essaie de prendre cet opérateur de type off. Donc type off, c'est un opérateur qui permet de vérifier le type de nos variables ici. Il va alerter, il a renvoyé ici boolean. D'accord? Donc c'est ça, soit c'est ici on peut remplacer false, ce serait toujours un booléen, toujours, voilà. Donc c'est un type de données comme ça que j'ai oublié. Alors, ici on va passer aux conversions. Il y a 2 types de conversions JavaScript. Il y a les conversions explicites et il y a les conversions implicites. Donc on va d'abord commencer par les conversions explicites. Alors, les 2 types de données qui permettent de faire des conversions ici, là, de manière facile, c'est les nombres et les chaînes de caractères et les, bon, pas les deux, hein, il y a aussi les booléens. Mais c'est mieux, on voit d'abord les chaînes de caractères et les nombres. Ici, par exemple, on va essayer de déclarer une variable qui s'appelle let, dont le mot-clé c'est let. Et à l'intérieur, on va mettre un nombre. Donc, NBR, on va mettre un nombre, on va dire 1000 par exemple. Et ce nombre, on va le transformer en chaîne de caractères. Donc str va recevoir quoi? Alors pour transformer ici en chaîne de caractères, on va utiliser la fonction string. Donc la fonction chaîne de caractères. D'accord? Donc on va utiliser string. Attention, ça doit commencer par une majuscule ici parce que c'est un objet. Donc string va prendre quoi en paramètre? Le nombre qu'on veut transformer le nombre qu'on veut transformer en chaîne de caractères. D'accord? Et on va alerter ça par exemple. Alerter str. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir la différence. On va essayer de voir. Voilà, vous ne pouvez pas voir la différence ici. Parce que normalement, en convertissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté les chaînes de les double codes comme ça. D'accord? Alors donc, si vous voulez, on peut vérifier ici le type of de str ici. Vous allez voir qu'il va nous dire que c'est un string. D'accord? Vous avez vu que c'est une chaîne de caractères. Alors que si on bon, par exemple ici, si on va faire de manière simple, on va essayer d'abord de demander à NBR quel type il est. Il nous dit ici que c'est un nombre. D'accord? Et on va dire, on veut stocker désormais dans NBR le résultat en fait de sa transformation, de sa propre transformation à lui. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais d'abord transformer son chaîne de caractères et puis je stocke dans la valeur, le résultat de cette transformation dans ma même variable. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va supprimer l'ancienne transformation, il va mettre la nouvelle. Donc si j'actualise, ça va voir que c'est devenu une chaîne de caractères. Donc c'est que ça, c'est la première transformation, enfin la première conversion explicite. La deuxième, c'est avec des nombres. Ici on utilise on va utiliser les mêmes exemples. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de transformer un nombre
une chaîne de caractères en nombre. Vous allez voir. Ici, il y a beaucoup plus de choses parce que lorsqu'il parle de chaîne de caractères en nombre, il fait certaines opérations, il supprime, il enlève les espaces et les nombres, il laisse juste quoi, il laisse juste le nombre. S'il n'y a pas de nombre, il renvoie une erreur. Vous allez voir. Donc ici, on va dire chaîne, voilà. Bonjour 24, bonjour 34, voilà. On fait bonjour, hein. Voilà, il y a une variable qui s'appelle h, oui, ici. C'est h. Donc ici, on va transformer cette chaîne de caractères en nombre. Donc let va recevoir chaîne 2. Ici, pour transformer en nombre, on va faire la même chose. Donc on va utiliser aussi number comme fonction. Number de s. Alors ici c'est, on va utiliser lettre de l'alphabet T. Donc ici on a pris quoi? La chaîne de caractères bonjour 34. D'accord? On va essayer de la transformer en nombre et on va alerter ça. Donc alerte-moi T, je vais voir le résultat. Alors il a dit que ce n'est pas un nombre. Alors je dois d'abord. Ouais, il dit not is a number en fait. C'est-à-dire que après la transformation ici, après la conversion, il a enlevé les espaces du début à la fin. Il a remarqué que le résultat en fait, c'est toujours une chaîne de caractères. Il y a toujours ces lettres là. Alors qu'un nombre ne doit pas être une chaîne de caractères. Maintenant, si regardez ce qu'on va en faire. Je vais essayer de faire ça. Je vais enlever. Je vais déclarer une chaîne de caractères de manière différente. Donc, je vais mettre 5500. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez que là, il a su transformer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement enlevé les double quotes et les espaces s'il y avait des espaces. Par exemple, si je fais ça, il va enlever les espaces normalement. Vous voyez, il enlève les espaces. Il supprime les espaces du début ou à la fin. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle les transformations explicites, les conversions explicites. Vous pouvez aussi convertir les booléens. Vous pouvez aussi convertir les booléens ici. Donc ici, on va déclarer une variable comme étant booléen. Une booléenne, donc on va dire true. Enfin, on va dire true. Là, c'est une chaîne de caractères normalement, c'est pas une booléen. Donc ici, on va transformer ça en booléen. On va aussi faire la même chose de manière explicite comme les deux dernières fonctions. Ici, c'est new bool. On va dire boolean. On prend quoi en valeur? Bool. J'enregistre et je vais alerter ça. Vous voyez que ici, ici, c'est mieux de regarder le type of de bool. J'actualise. Il dit que c'est une chaîne de caractères. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est pas bool, c'est new bool en fait. Que je dois prendre le type. Voilà, ouais, qu'il a dit que c'est un booléen. Tout simplement parce que il a pris true ici. Mais le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est. En fait, le booléen, il ne transforme pas en booléen. Comme je l'ai dit, les booléens en fait prennent deux valeurs, soit c'est 0, soit c'est 1. Donc ici, il va transformer ça en nombre. Booléen va prendre un nombre. Le résultat, si c'est un nombre qui est vide, il va dire que c'est faux. Et ici, si le résultat c'est 0, il va dire que c'est un booléen. Il va dire que c'est faux en fait. Donc par exemple, si on fait ça, vous voyez, il a tout simplement, parce que le résultat de sa transformation en fait, ça là c'est une valeur qui existe, d'accord? Donc toute valeur qui existe est vraie pour l'ordinateur. Donc il ne différencie pas. Il a sûrement, bon, pas transformé en nombre, mais il a vérifié que est-ce qu'il y a une valeur au niveau de bout. C'est comme ça qu'il a pour le raccourci. Il a dit bon d'accord, c'est un booléen. Mais si j'enlève par exemple, je fais ça, c'est toujours un booléen parce qu'il y a 0. Là c'est 0. Maintenant si je vais essayer de mettre new bool, je vais actualiser. Voilà, il dit maintenant que c'est faux. Donc la valeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, ici c'est 0. Or en booléen,
0 c'est égal à faux. En fait, ici c'est une chaîne vide. Alors que si je mets du contenu dedans, il va dire que c'est true. C'est pourquoi il considère ça comme des booléens. Donc, en fait, la conversion explicite des booléens n'est pas souvent utilisée, n'est pas tellement utilisée en JavaScript. Donc, on va passer maintenant aux conversions implicites. Alors, donc ici, les seules conversions implicites qui sont faites, qui sont intéressantes, c'est notamment avec l'opérateur binaire plus. Donc ici, par exemple, si vous faites ceci, on va commencer avec l'opérateur binaire plus, on va faire ceci. OP égale à 23 plus ça. Bonjour. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer 23 en chaîne de caractères. Il va convertir ces 23 là en chaîne de caractères pour faire l'opération. Ici, ce ne serait pas une opération réelle. Il va tout simplement, il ne va pas ajouter, mais il va coller 23 à bonjour. Voyons, on déplace notre alerte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'alerter OP, vous allez voir. Vous voyez qu'il a collé 23 à bonjour. C'est ce qu'on appelle les conversions implicites. Et il n'y a que des chaînes, et il n'y a que l'opérateur binaire plus qui peut faire ça. Mais sinon, les autres opérateurs, eux, ils transforment le reste en nombre. Par exemple, si je mets moins, vous voyez, ils disent que c'est pas, il dit que c'est pas un nombre parce que il a essayé de transformer bonjour en chaîne, bonjour en nombre, il n'a pas pu. Donc si je mets par exemple 23, vous allez voir, là il a dit 0, tout simplement parce qu'il a transformé en nombre. Donc dans les conversions implicites, lorsque vous faites des opérations, savoir que lorsque vous divisez, lorsque vous additionnez, vous allez transformer tout le résultat en chaîne de caractères. Mais lorsque vous soustrayez, vous multipliez, vous divisez, il va d'abord transformer les opérateurs en nombres, en fait, en chiffres. D'accord? C'est la même chose, hein, si vous multipliez, si vous divisez, ce serait pareil. Là, on a multiplié 23 par 23. Si vous divisez, c'est pareil. Il va mettre en nombre. D'accord? Donc, c'est ça, ce qu'on appelle les conversions implicites. Donc là, on a passé l'étape des types de données. On va passer maintenant aux opérateurs de base en mathématiques. Alors ici, vous voyez qu'il y a terme, unaire, binaire et les opérandes. Alors, c'est quoi déjà, unaire, ça veut dire 1. Les opérateurs binaires. Donc ici, on va dire mathématiques. On va dire maths. N'ayez pas peur ici, n'ayez pas décéphalé. C'est tout simplement des opérations de base, on va dire l'arithmétique. Donc ici, qu'est-ce qu'on appelle unaire? Unaire, c'est tout simplement une seule opérante. Enfin, un seul opérateur ou une seule opérante. Par exemple, si vous déclarez une variable comme ça, x reçoit plus 89. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle unaire. Maintenant, binaire, c'est comme ça, c'est 2. X, Y reçoit quoi? Par exemple, 90 plus 0. C'est ce qu'on appelle binaire. Maintenant, les opérandes, c'est quoi? C'est tout simplement les éléments qui composent cette opération-là. Donc, 90, 0. C'est pas forcément les nombres, ça peut être des chaînes de caractères, des objets, je sais pas, des tableaux. D'accord? Ça peut être différents types de données ici. Mais une fois que ça fait partie d'une opération, on appelle ça opérande. Alors donc, toutes les opérations possibles dans la vie sont possibles aussi ici en mathématiques. Alors, il y a des modules que vous pouvez utiliser en JavaScript qui vous permettent d'utiliser automatiquement certaines fonctions un peu plus avancées. Mais ici, on va utiliser l'arithmétique, donc l'addition, la soustraction et autres. Alors donc, ici, ce qu'on va voir principalement, parce que c'est quand même facile, c'est l'ordre, en fait, l'ordre de priorité. D'accord? L'opérateur qui est plus prioritaire, c'est l'opérateur unaire qui est plus prioritaire. Donc, c'est d'abord lui que l'ordinateur va analyser, exécuter. Après, les autres vont suivre, comme l'addition des deux, la soustraction, la multiplication et autres. D'accord? Donc, ici, sachez que lorsque vous faites des mathématiques, par exemple, on veut calculer l'âge.
Si vous faites ça, 2022, enfin 2022 moins 1990. Par exemple, on a vu de calculer l'âge. Et on va, après avoir calculé l'âge, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter plus 10 à ça. Donc plus 10. Ici, il va commencer de gauche à droite selon par exemple, si vous faites la multiplication, selon la priorité, selon l'ordre des priorités ici. D'accord? Donc, je pense que 90, l'addition, si on fait un peu quelques petites recherches sur internet, on va essayer de chercher le tableau des priorités. On va dire opérateur tab priority. D'accord? Tab priority. On va essayer d'afficher ça. Est-ce que ce sont des opérations? Tab priority JS JavaScript. Donc on va pas tout prendre, on va juste prendre alors je vais essayer d'ajouter l'image et priorité ici. Donc prior, voilà. Alors donc ici on a les priorités en JavaScript. Donc l'opérateur qui est plus priorisé, c'est l'opérateur unaire. Donc l'opérateur qui est juste collé au nombre. Donc celui-là. Donc si vous faites ça, par exemple, ici il va d'abord exécuter ça, plus 10. Et ensuite il va venir faire 2022 moins 1990. D'accord? Donc il va d'abord faire plus 10. Après il va venir faire cette opération là. Donc plus unaire, négation unaire, exponentielle. Donc la négation unaire, donc tout ce qui est collé comme ça, ou même si ça là c'est possible, je sais pas, si ça là c'est possible, tout ce qui est collé. Donc la négation et l'addition unaire sont les plus priorisés. Donc c'est d'abord eux que l'ordinateur va exécuter si vous faites une opération. Après on part à l'exponentiation. Donc si vous faites ça, vous faites ici 7 par exemple, bien je sais pas comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'il dit là? Opération inachevée. Qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, si vous faites un truc comme ça, il va considérer que il va d'abord exécuter, il va d'abord élever ça par exemple au carré. D'accord? C'est comme si vous mettez les parenthèses pour forcer la priorité. Donc la multiplication aussi, ça a une priorité de 13. Donc plus ta priorité est élevée, plus l'ordinateur va d'abord t'exécuter. Par exemple, vous voyez ici, j'ai une priorité, l'exponentielle a une priorité de 14 et la multiplication a une priorité de 13. Donc si c'est comme ça, supposons que ici c'est une multiplication. Vous voyez? Donc alors ici, je vais multiplier ça à ça. Il va d'abord exécuter les 89, ou bien il va d'abord élever les 2 au carré. Après, il va multiplier le résultat de cette élévation là à 7. D'accord? C'est la même chose ici. Si on a une multiplication et une division, il va d'abord faire la multiplication. Par exemple, 2 fois 4 sur 7. D'accord? Donc il va d'abord, ça part généralement de gauche à droite. Donc il va faire 2 fois 4 sur 7. D'accord? Donc c'est ça l'ordre des priorités. C'est tout simplement ce que vous devez apprendre en JavaScript. Tout simplement. L'ordre des priorités. Sinon les opérations sont assez intuitives. C'est pratiquement pareil. Et les opérations aussi, ne vous dites pas que parce que je suis en train de faire des opérations, que les conversions ne vont pas passer. Les conversions fonctionnent également ici. Sachez que lorsque vous utilisez un langage, toutes les notions que vous apprenez sont valables généralement partout. Si on vous dit additionner 2 caractères, c'est comme ça. Ça veut dire que si vous abordez une autre notion, on va aussi vous dire que là-bas, quand vous additionnez, vous utilisez telle fonction. Ce sont généralement les mêmes choses, ce sont généralement les mêmes fonctions que vous utilisez. Ce sont les mêmes règles qui s'appliquent régulièrement. Donc ne vous dites pas que parce que voilà, c'est une opération du type si je fais ça,
comme ça veut dire que non, il va pas convertir. Non, il va toujours convertir en fait, avant de pouvoir opérer. D'accord? Donc c'est tout simplement cette partie-là que je voulais qu'on survole. Alors donc ici on a les comparaisons cette fois-ci. Comparaison. Donc on passe aux comparaisons. La comparaison, c'est il y a deux types de comparaison. Enfin, il n'y a pas deux types. Hein. Il y a une manière de comparer. Il y a deux opérateurs. Donc les deux opérateurs c'est ce qu'on appelle les comparaisons strictes. Donc ce sont ces deux-là. 2 égales et 3 égales. 1, 2, 3. D'accord? Donc alors, ces deux opérateurs ont différents rôles. Les deux convertissent en nombre les deux opérandes avant de faire l'opération. Donc avant d'opérer, avant de faire la comparaison, voilà, ils convertissent ces deux opérandes en nombre. S'il remarque que c'est le résultat de leur conversion sur le même nombre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'il va retourner true. Il va retourner une valeur. Il va dire que oui, c'est vrai, ils sont pareils. Donc si on dit par exemple, on va déclarer deux variables, ju1 et bonjour. On va dire hello. Voilà. Et ju2, c'est aussi hello. Alors on va comparer et vous allez voir si ju2 est égal à ju, alerte moi égal, bon on va dire oui. Voilà. Donc si je pars actualiser, vous allez voir que normalement, voilà, il a dit que c'est pareil. Parce qu'il a converti en nombre, il a vu que c'est la même chose. Maintenant, si je mets ça en majuscule, si j'actualise, vous voyez que ça ne passe plus. Parce que qu'est-ce qu'il comparait en réalité ici? Il fait la comparaison. Pour les chaînes de caractères, il fait comment? Il regarde sur la première lettre, il la transforme en nombre. Et voici la transformation aussi de la première lettre de la chaîne à comparer, et c'est le même nombre. Si c'est pas le même nombre, il s'arrête là. C'est comme ça que l'algorithme de comparaison de string des chaînes de caractères fonctionne. Donc lorsque vous comparez deux chaînes, il les transforme d'abord en nombre. Il transforme en nombre chaque lettre au fur et à mesure. À la premier résultat faux, il bloque, il renvoie, il dit non, ils ne sont pas pareils. Mais attention, l'ordre ici, ce n'est pas l'ordre alphabétique du type A, B, C, D, c'est l'ordre Unicode. Il utilise des nombres Unicode. Donc Unicode, je pense, le grand caractère, par exemple les majuscules commencent à partir de 65. D'accord? Et les minuscules commencent à partir d'un nombre, on va dire, plus inférieur. Donc c'est ce qu'il regarde. Il regarde par exemple si H par exemple c'est 15 et que grand H c'est 12, il va dire qu'ils ne sont pas pareils. Et là aussi il va dire non, c'est cette chaîne là qui est plus grande par exemple. Ouais, par exemple je vais dire si Ju2 est plus grand. Si j'actualise, ah non, je vais voir si, ah oui, c'est plutôt l'inverse. Ju2 est plus petit que avant. Je me suis fourvoyé au niveau des chiffres Unicode en fait. Donc c'est une table qui donne chaque lettre un nombre, chaque caractère a un nombre en fait. Donc l'ordinateur en fait, lorsque vous tapez par exemple Y, il ne voit pas, il ne connaît pas Y, lui connaît juste le nombre qui correspond à Y. C'est tout. Donc c'est ça l'ordre Unicode. Donc quand vous comparez, quand vous faites une comparaison, par exemple tel est plus petit, tel est plus grand, il prend chaque lettre. Il va prendre chaque lettre pour voir qui est plus grand en fait. D'accord? Maintenant, si j'utilise l'opérateur qui a 3, enfin j'enregistre, je repars actualiser au niveau du navigateur. Ouais, que ça ne passe pas. Ici, lui, son rôle, c'est de quoi? C'est de maintenir, c'est de garder les variables en état, de les comparer juste leurs valeurs. Ça compare juste des valeurs. Ça ne compare pas le résultat d'une certaine transformation. C'est-à-dire, il ne transforme pas en nombre les caractères, les opérandes. D'accord? Cet opérateur-là ne transforme pas, ne fait aucune transformation, ne fait que comparer juste. Donc, si ici, je vais dire, si je remets ma minuscule,
je vais mettre hello. Il a dit que c'est pareil. Il garde juste en état, alors que l'autre compare. Si je fais ça, il va dire que oui, c'est pareil. Mais en fait, la manière de comparer n'est pas la même. L'autre transforme en nombre et l'autre garde en état. Par exemple, ici, je vais par exemple dire true et nul. Je vais actualiser et nul, ça ne passe pas. Parce qu'effectivement, lorsque true, en fait, en nombre, c'est 1 et nul, lorsqu'il va transformer, c'est quoi? C'est 0 pour lui, pour JavaScript. Maintenant, je vais essayer de regarder. False, c'est la même chose. Si je fais ça, donc c'est pas pareil. Maintenant, si je reviens mettre nul ici, et que là, il dit maintenant, c'est la même chose. Donc, il garde la valeur des éléments. Donc, si vous avez besoin de comparer la valeur de vos variables telles qu'elles sont, n'utilisez pas cet opérateur là, n'utilisez pas l'opérateur qui a deux égaux, enfin deux caractères égaux, utilisez plutôt l'opérateur qui a 3, d'accord, parce qu'il ne va pas transformer, cet opérateur ne permet pas de faire des transformations, enfin ne fait pas les transformations. Dans la dernière partie de ce petit rappel, ce sont les branchements conditionnels. Alors les branchements conditionnels, c'est tout simplement les tests, c'est-à-dire ce que j'ai commencé ici. Donc branchement. Ce que j'ai commencé ici, c'est si c'est vrai, fais ça, sinon fais si. Donc il y a plusieurs types de branchements. Il y a if, else, ça dépendra de vous. Par exemple, si on va dire si, on va essayer de déclarer une variable toujours. On va l'appeler P. Cette variable va contenir un nombre 4000. Donc on va dire si P est inférieur à 1000, alerte oui. Sinon, alerte non. Alors ici, en faisant les branchements conditionnels, je me suis rappelé que j'avais oublié ces opérateurs au niveau des comparaisons. D'accord? Donc, à part ces deux égalités là que je voulais vraiment vous faire partager, vous avez également les inférieurs, supérieurs, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc, il y avait tout ça. Et chacun de ces deux opérateurs, en fait, peut utiliser ça. Par exemple, ici, ça c'est réservé au premier, à celui-là. Lorsque c'est seulement un seul égal, c'est supérieur ou inférieur ou égal avec transformation. Mais lorsque vous mettez 3, c'est inférieur ou égal sans transformation. C'est-à-dire, vous ne transformez pas en nombre, juste les valeurs. D'accord? Lorsque vous restez juste comme ça, c'est avec transformation. Alors donc ici, on va checker les branchements. Les branchements, si 4 est inférieur à 100, alerte oui. Donc je vais enregistrer, je vais actualiser. Il me dit 4 est inférieur à 100. Enfin à P. Donc pour moi, il me dit oui. D'accord. Donc maintenant je vais essayer de mettre ici une valeur qui sera inférieure 3. Là il me dit non. D'accord. Alors il y a un problème ici. Il alerte d'abord le 8 là. Pas de problème. Vous voyez que là il me dit non. C'est pas en fait inférieur. C'est ça les branchements conditionnels. C'est-à-dire vous dites si telle opération renvoie vrai, exécute le code là, exécute ce code. Sinon, exécute celui-là. Ou bien si vous pouvons encore dire sinon si. D'accord. 4 est quand même on va dire proche de 3. Donc c'est-à-dire inférieur ou égal à 2. Enfin, c'est une certaine valeur. Si P est inférieur ou égal à 2,
alerter telle ou telle chose. D'accord, donc c'est ça les branchements conditionnels. On va pas trop aller en profondeur parce que pour éviter de tirer un peu la vidéo longue, c'est ça les branchements conditionnels. C'est-à-dire, vous émettez des hypothèses à l'aide de ces opérateurs-là, if et else notamment. Il y a aussi une deuxième manière d'utiliser les branchements conditionnels, il y a switch case, qui lui est beaucoup plus global. Alors donc vous utilisez dans le cas où vous remarquez que vous aurez beaucoup d'hypothèses à tester, d'accord. Donc si vous avez pas mal d'hypothèses, il faut passer par switch case, c'est beaucoup plus optimisé. Au lieu de demander à l'ordinateur de faire le grand tour, c'est comme s'il faisait le grand tour de tester d'abord de tester chaque caractère. Alors qu'ici, il teste, il regarde il regarde par exemple P. Et vous lui dites la valeur de P. Si la valeur de P c'est 3000, exécute-moi ça. Vous ne faites qu'ajouter des cases, des cas. Ce que vous voyez, case brique, c'est des cas, des hypothèses que vous avez prévues que l'ordinateur va faire. C'est comme une intelligence artificielle. C'est-à-dire si vous dites, si vous essayez d'imaginer toutes les hypothèses possibles. Si P, donc on suppose que P c'est l'entrée du clavier d'un utilisateur. Donc s'il tape bonjour, par exemple, vous faites ça. Vous alertez. Ok. D'accord. Par exemple, on va essayer pour voir comment ça va se comporter ici. Je vais essayer de taper une chaîne de caractères. Donc, c'est prompt. Taper. Taper ici. Alors donc P, je vais additionner pour transformer le résultat de P en chaîne de caractères. Je vous ai dit que c'est ça la conversion. Donc je convertis ici parce que on ne peut pas convertir parce que en fait en JavaScript tout est lettres, il transforme tout en. Donc je vais essayer d'aller taper. Donc je vais mettre c'est BN jour. Ah non, c'est BN jour. Ouais, ok, il a dit ok. D'accord. Donc ça a exécuté ce branchement conditionnel là. C'est ce qu'on appelle les branchements conditionnels. C'est-à-dire il se branche à la condition qui se révèle être la bonne, la vraie. C'est la même chose aussi avec les if, else, if, else, if, else. C'est-à-dire vous dites si ma variable est inférieure à 9000, fais ça. Si ça c'est inférieur à 900, fais ça. Maintenant, vous utilisez le sinon dans le même test en fait. C'est-à-dire que vous venez coller sinon ici pour dire bon, si c'est pas inférieur à 9000, alors fais ceci. D'accord? Maintenant, le truc c'est que comme ça, vous ne pouvez pas coller les else comme ça. C'est recommandé d'utiliser, enfin, pas recommandé, c'est obligé d'utiliser else is. C'est uniquement else is que vous pouvez mettre comme ça. Donc, à l'intérieur, vous mettez des conditions qui doivent être testées par la machine pour voir si ces conditions la renvoient vrai. Ça va exécuter le code que vous avez prévu. D'accord? Donc ici on va pas trop tirer long. C'est seulement ça, les branchements conditionnels. Maintenant il reste juste à vous entraîner à comprendre comment ça fonctionne en arrière-plan. D'accord? Donc ici ce qu'on appelle un branchement conditionnel, c'est juste un test d'hypothèse et l'ordinateur exécute le code qui est prévu. Donc voilà, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et j'espère qu'on aura encore de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos de la chaîne et qui like et qui commentent, qui génèrent de l'interaction. Je vous remercie vraiment. Ça me touche et ça me permet de continuer à m'améliorer. Même si tous ces derniers temps-là, je suis hyper occupé à faire des projets. Et je vous remercie de soutenir la chaîne et de vous abonner si vous êtes nouveau. On a des projets en cours que je vais partager sur cette chaîne. J'ai des merveilleux projets pour vous. Merci.
À bientôt.